La sonnette retentit à 8h17 précise. Rachel se figea. À mi-chemin de son café matinal, son corps se raidit, un frisson familier lui parcourant l'échine. Elle n'attendait personne, mais quelque chose lui disait au plus profond d'elle-même que ce n'était pas n'importe qui. Elle ouvrit lentement la porte, le cœur battant à tout rompre. Un garçon se tenait là. Il avait environ 15 ans, grand pour son âge. Mince, des yeux bruns, un regard fixe. Il tenait dans sa main un morceau de papier usé, plié et replié jusqu'à ce que les bords soient effilochés. « Êtes-vous Rachel Monroe ?» demanda-t-il d'une voix claire mais prudente. Elle acquiesça, confuse. Puis il lui tendit le papier. « Vous avez laissé ça chez moi, à l'hôpital. Je m'appelle Ethan. » Le temps s'arrêta. Rachel eut le souffle coupé. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Pendant une seconde, tout autour d'elle se dissipa. Les murs, la porte, la rue. Elle ne voyait plus que son visage, le visage dont elle avait rêvé, celui qu'elle avait essayé d'oublier pendant des années. Il était là, en chair et en os. Le bébé qu'elle avait emmailloté en silence et abandonné 15 ans auparavant. Maintenant, un jeune homme, debout devant sa porte, tenant le passé entre ses mains et la regardant droit dans les yeux. Avant d'aller plus loin, ne manquez pas une seule histoire qui pourrait changer votre vision de la vie. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Cette chaîne est faite pour vous, avec des récits authentiques et bruts comme celui-ci. Rejoignez une communauté qui ressent, pardonne et ne détourne jamais le regard. Rachel Monroe a grandi dans une petite ville conservatrice de l'Indiana, le genre d'endroit où les cloches de l'église rythmaient la semaine et où le silence régnait à table. Ses parents, pieux et distants, croyaient davantage aux règles qu'à l'amour. Rachel a suivi ces règles comme des commandements, jusqu'au jour où elle n'a plus pu. À 17 ans, Rachel avait des rêves bien plus grands que son code postal. Elle voulait être chanteuse, pas célèbre, juste libre. La musique était le seul endroit où elle se sentait vue. Dans sa chambre, tard le soir, elle fredonnait doucement dans son oreiller, imaginant des scènes loin des champs de maïs et des commérages. Puis, Jason Miller est arrivé, plus âgé, charismatique, dangereux d'une manière qui semblait excitante au début, mais qui est rapidement devenue terrifiante. Il l'a isolée de ses amis, lui faisant se sentir spéciale un jour et sans valeur le lendemain. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle ne pouvait plus respirer. Ses parents l'auraient reniée. Jason a disparu et Rachel s'est effondrée. Elle a caché sa grossesse pendant des mois, portant des vêtements amples et simulant une grippe intestinale. Lorsque les contractions ont commencé, elle a menti à un voisin, prétextant qu'elle avait besoin qu'on l'emmène aux urgences pour une appendicite. Quelques heures plus tard, elle tenait dans ses bras un petit garçon. Il pleurait à peine. Elle l'a appelé Ethan et n'a prononcé ce prénom qu'une seule fois. Puis, elle l'a abandonné, enveloppé dans une couverture d'occasion avec une note qui disait « Donnez-lui la vie que je ne peux pas lui offrir ». Elle l'a déposé sur un banc à l'entrée des urgences de l'hôpital et s'est éloignée, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait. Au cours des années qui ont suivi, Rachel s'est renfermée sur elle-même. Elle a déménagé dans un autre état, changé de coiffure, de travail et même de nom pendant un certain temps. Mais rien ne pouvait apaiser sa douleur. Chaque anniversaire était comme un compte à rebours qu'elle ne voulait pas voir arriver. Chaque rire d'enfant dans la rue la transperçait comme une lame. Elle n'en parla à personne, pas même à l'homme avec qui elle était sortie brièvement dans sa vingtaine. Elle se convainquit que c'était mieux ainsi, plus sûr, plus propre. Mais la nuit, quand le monde était calme, elle imaginait le visage d'Ethan, plus âgé, souriant, interrogateur. Et maintenant, 15 ans plus tard, ce visage imaginé se tenait à sa porte, réel, respirant, demandant des réponses qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à éviter. Rachel n'avait jamais voulu être mère, non pas parce qu'elle ne croyait pas en l'amour, mais parce qu'elle ne l'avait jamais ressenti. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était une issue, une scène, un micro, une pièce calme avec sa guitare. La musique avait un sens alors que rien d'autre n'en avait. Dans un monde rempli de regards froids et de désapprobation silencieuse, les mélodies étaient son échappatoire. Elle rêvait de Nashville,
de longues nuits passées à écrire des chansons qui diraient tout ce qu'elle ne pouvait pas exprimer. Ce rêve n'avait rien à voir avec la célébrité. Il s'agissait simplement de pouvoir enfin respirer. À 17 ans, elle s'inscrivit en secret dans un établissement d'enseignement supérieur proposant un programme musical à 2 États de là. Elle enregistra une démo approximative sur un magnétophone emprunté, chanta jusqu'à en avoir la voix cassée, puis l'envoya par la poste, les mains tremblantes. Ce fut la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. Quand elle a reçu la lettre d'acceptation, elle n'a ni crié ni pleuré. Elle l'a simplement serrée contre elle, comme si elle était fragile. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'espoir. Elle avait désormais un plan. Elle allait partir. Elle allait chanter. Elle allait enfin devenir quelqu'un. Mais Jason est arrivé. Il l'a remarqué après un petit concert dans une église et lui a dit qu'elle avait une voix douce comme du miel. Il lui a dit tout ce qu'il fallait. Il lui a donné l'impression qu'elle comptait. Et dans une maison où personne ne l'avait jamais regardée dans les yeux pour lui dire « Tu es parfaite telle que tu es », l'attention de Jason était comme une bouffée d'oxygène. Il l'a entraînée dans son univers, lentement et méthodiquement. Au début, elle se sentait libre. Elle sortait en cachette pour le retrouver la nuit. Elle chantait dans sa voiture. Elle rêvait à voix haute. Mais les choses ont vite changé. Il est devenu possessif, jaloux. Il se moquait de ses rêves, les traitait d'enfantins. Il lui disait que Nashville était une blague, que personne ne voudrait d'une fille comme elle. Quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, sa voix est devenue glaciale. « Ce n'est pas mon problème », a-t-il dit en reculant comme si elle était contagieuse. Rachel est restée assise seule à l'arrière de la bibliothèque publique pendant 3 heures après cela. Elle fixait un avenir qui venait de partir en fumée. Ses rêves ne sont pas morts d'un seul coup. Ils se sont dissous lentement. La musique n'avait plus de sens. La scène lui semblait de plus en plus loin. Elle avait toujours la lettre de l'école de musique, cachée dans une boîte sous son lit, pliée à côté de son CD de démo. Mais rien que de la toucher lui donnait la nausée. Car désormais, tout avait changé. Elle n'était plus une jeune fille en quête de liberté. Elle était une adolescente effrayée, enceinte, seule et invisible. Et son rêve, celui qui lui semblait si proche qu'elle pouvait presque le toucher, il lui glissait entre les doigts, note après note. Rachel n'en parla à personne, ni à ses parents, ni à sa meilleure amie de l'église, ni même à la conseillère scolaire qui lui avait dit un jour « Tu peux me parler quand tu veux ». La honte était trop forte et la peur trop lourde. Elle commença à disparaître. Petit à petit, elle portait des sweats à capuche trop grands, même en plein été. Elle évitait les miroirs. Elle sautait des repas. Son corps changeait, mais elle ne pouvait pas se permettre que quelqu'un le remarque. La nuit, elle s'asseyait sur le sol de la salle de bain, se balançant doucement, murmurant des excuses à un bébé qui n'était même pas encore né. Au 8e mois, son monde était devenu silencieux. Elle avait quitté la chorale. Elle avait arrêté de jouer de la guitare. Elle évitait complètement Jason, qui avait de toute façon bloqué son numéro. Ses parents n'avaient jamais remarqué ses yeux fatigués, ni sa prise de poids soudaine. Peut-être se doutait-il de quelque chose. Peut-être ne voulait-il tout simplement pas savoir. La nuit où elle a commencé le travail, Rachel a su qu'elle ne pouvait pas rester. Elle a attendu que tout le monde soit endormi, puis a frappé à la porte d'une voisine qui la connaissait à peine. « J'ai mal au ventre », a-t-elle dit. « C'est peut-être une infection. » La femme l'a conduite à l'hôpital en silence. Les contractions étaient rapides, violentes. Elle s'est mordu le bras pour ne pas crier. Quand Ethan est né, il n'a pas pleuré au début. Rachel a paniqué, mais ensuite, elle a entendu un bruit très doux, fragile, fatigué, mais vivant. Ils la laissèrent le tenir dans ses bras, une seule fois. Ses doigts étaient minuscules et s'enroulaient instinctivement autour des siens. Il avait son nez, les yeux sombres de Jason. Rachel le regarda pendant ce qui lui sembla être des heures, mémorisant un visage qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas garder. Elle l'enveloppa dans une couverture bleue qu'elle avait volée dans le chariot de l'hôpital. Elle plia soigneusement le mot. « Il s'appelle Ethan. Aimez-le, s'il vous plaît. » Puis elle attendit que l'infirmière soit partie.
Au petit matin, pieds nus et ensanglantée, Rachel sortit dans le couloir glacial. Elle posa Ethan sur un banc près de l'entrée des urgences, embrassa son front et s'éloigna. Elle ne se retourna pas. Les semaines qui suivirent furent floues. Elle déménagea dans un autre État avec l'argent qu'elle avait économisé pour ses études. Elle trouva un emploi dans un restaurant. Elle changea de nom de famille. Elle dit aux gens qu'elle avait abandonné ses études pour raisons personnelles. Chaque soir, elle repensait à ce banc. Chaque matin, elle essayait d'oublier. Mais oublier n'est pas guérir, c'est se cacher. Et Rachel était sur le point de découvrir que le passé a le don de vous rattraper, surtout lorsqu'il est fait de chair, de sang et de 15 années de questions sans réponse. L'appartement de Rachel était toujours calme. Trop calme. Le genre de calme qui n'apaise pas, mais étouffe. Elle rentrait chez elle après une longue journée de travail à l'épicerie, posait ses clés sur le comptoir et s'asseyait dans le noir. Pas de télévision, pas de musique, juste le silence et la douleur infinie de quelque chose qui manquait. À 33 ans, sa vie était mince. Se réveiller, travailler, rentrer chez elle, recommencer. Pas d'amis, pas de famille. Elle parlait à ses collègues, juste assez pour s'en sortir, toujours avec un sourire crispé qui disait « Ne me demandez pas ». Personne ne le faisait. La culpabilité qu'elle portait en elle l'avait creusée. 15 ans avaient passé. Mais chaque instant depuis cette nuit à l'hôpital avait été façonné par ce sentiment. Elle avait essayé de se construire une nouvelle identité. Rachel la caissière, Rachel la voisine qui arrosait ses plantes, Rachel qui gardait la tête baissée. Mais à l'intérieur, elle était toujours la fille qui avait abandonné son bébé. Elle ne pouvait pas se pardonner. Elle ne croyait pas qu'elle le devait. Certaines nuits, les rêves revenaient. Elle tenait Ethan dans ses bras, mais il disparaissait. D'autres nuits, il était plus âgé, il courait dans un couloir en l'appelant, mais sans se retourner. Le pire, c'était le lendemain matin. Elle se réveillait en sueur, les mains tremblantes, les joues couvertes de larmes séchées. Une nuit, Rachel s'est retrouvée à fixer un flacon de somnifère. Elle n'avait rien prévu, pas vraiment. Elle tenait simplement le flacon et se demandait ce qu'elle ressentirait si elle mettait enfin fin à ses jours, si elle laissait ce poids quitter sa poitrine et disparaître. Mais quelque chose l'en empêchait, un visage. Pas celui d'Ethan bébé, mais celui d'un garçon, peut-être 15 ans, peut-être plus, debout devant une porte. Sa porte, il ne disait rien. Il la regardait simplement, les yeux pleins de questions. Cette image la hantait. Elle ne savait pas pourquoi elle lui semblait si réelle, si vivante, mais elle persistait. Puis, 3 semaines plus tard, la sonnette retentit. Quand Ethan est apparu, Rachel était déjà vide. Pas engourdie, juste épuisée. Elle avait passé sa vie dans le regret, une longue excuse que personne n'avait jamais entendue. Le voir ne lui apportait pas de joie. Cela lui apportait de la peur, car désormais, elle ne pouvait plus se cacher. Il se tenait là, l'incarnation même de tout ce qu'elle avait essayé de fuir. Et pourtant, d'une certaine manière, il n'était pas en colère. Pas au début. Il se contentait de la regarder. Les jours qui suivirent cette rencontre furent les plus sombres de sa vie. Ethan n'appela pas, il ne revint pas. Elle resta assise près de la fenêtre pendant des heures, espérant, redoutant, revivant ce moment dans sa tête jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Et s'il la détestait? Et s'il était seulement venu pour le lui dire en face? Et si c'était la dernière fois qu'elle le voyait? Rachel a arrêté de manger. Elle dormait à peine. Elle ne pouvait plus travailler. Elle a pris un congé, prétextant des raisons de santé. En réalité, sa santé n'avait rien à voir avec son corps. Un après-midi, assise sur le sol de son salon, entourée de cartons remplis de vieux cahiers et de courriers non ouverts, elle a trouvé la lettre d'acceptation de l'université. Elle était toujours dans son enveloppe, pliée à côté du CD de démo qu'elle n'avait pas touché depuis plus de 10 ans. Elle la prit dans ses mains tremblantes et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pas pour le rêve qu'elle avait perdu, pas même pour Ethan, mais pour la fille qu'elle était autrefois. La fille qui voulait chanter, la fille qui croyait en quelque chose, la fille qui, pendant un bref instant, avait pensé être assez forte pour prendre sa vie en main. Rachel ne savait pas à quoi ressemblait la guérison, mais elle savait
que cela ne pouvait pas être la fin. Pas comme ça. Si ce moment éveille quelque chose en vous, des souvenirs, des regrets ou même de l'espoir, prenez une seconde pour faire une pause, cliquez sur « J'aime » pour nous faire savoir que vous êtes là et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire, votre voix pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. 2 jours plus tard, on frappa à la porte, pas la sonnette, juste un coup doux, presque hésitant. Le cœur de Rachel bondit. Elle ouvrit lentement la porte, ne sachant pas ce qu'elle voulait trouver. Ethan se tenait là, les mains dans les poches de son sweat à capuche, les yeux fixés au sol. « Je ne suis pas venu pour crier, » dit-il. « J'ai juste besoin de comprendre. » Rachel s'écarta en silence pour le laisser entrer. Ils s'assirent face à la table de la cuisine. Un gouffre d'années et de questions les séparait. Rachel essaya de parler, mais sa voix se brisa avant qu'elle ne puisse prononcer un mot. Ethan sortit le mot qu'elle lui avait laissé à l'hôpital. « Je l'ai lu 100 fois, dit-il doucement. Tu as dit que tu m'aimais, que tu ne pouvais pas me donner la vie que je méritais. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que tu m'as jamais voulu ?» Les mains de Rachel tremblaient. « Oui, dit-elle, plus que tout, mais j'étais brisée, effrayée. Je pensais que je te protégeais en te laissant partir. » Il acquiesça lentement, les yeux vitreux mais indéchiffrables. Rachel voulait le rejoindre, lui en dire plus, mais elle ne savait pas comment. Après son départ, elle resta assise là pendant des heures, immobile et abasourdie. Ce n'était pas du soulagement qu'elle ressentait, mais une possibilité. Pour la première fois depuis des années, elle voyait une lueur d'espoir. Pas le pardon, pas encore, mais une porte qui n'était pas complètement fermée. Le soir même, sa voisine, Madame Jenkins, frappa à sa porte avec une assiette de restes de tarte. La vieille dame avait toujours senti que Rachel cachait quelque chose. « On dirait que tu viens de recevoir un coup de poing de la vie, » dit-elle en posant l'assiette. Rachel faillit éclater de rire. Faillit. Au lieu de cela, elle lui raconta tout. Elle parla jusqu'au lever du soleil, de sa grossesse, de l'hôpital, des années de silence, du coup frappé à la porte. Madame Jenkins ne broncha pas. « Tout le monde a une ombre, » dit-elle. « Mais tout le monde n'a pas une seconde chance de se tenir dans la lumière. Ne gaspille pas la tienne, ma chérie. » Ces mots s'accrochèrent à Rachel comme de l'oxygène. Elle se mit à écrire le lendemain matin. Une lettre à Ethan. Pas une lettre d'excuse. Elle s'était déjà trop excusée dans sa tête, mais une histoire. Son histoire. Elle écrivit ses rêves, ses peurs, la vérité derrière chaque silence. Elle se livra entièrement, et lorsqu'elle eut terminé, elle ne se sentait pas entière, mais elle se sentait éveillée. Rachel n'envoya pas la lettre, pas tout de suite. Elle la relut encore et encore, s'assurant que chaque mot était sincère, brut, mais pas égoïste. Elle ne voulait pas reconquérir Ethan, ni effacer le passé. Elle voulait simplement lui offrir sa vérité, sans condition. 3 jours après l'avoir écrite, elle se rendit au petit bureau de poste situé à 2 pâtés de maison et la glissa dans la boîte aux lettres. Au moment où elle la lâcha, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas la paix, mais un soulagement. De retour chez elle, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle prit sa guitare. Elle était poussiéreuse, les cordes étaient étendues, mais elle était intacte, comme elle. Ses doigts hésitèrent au début, incertains, maladroits. Puis, lentement, les accords familiers revinrent. Elle ne chanta pas encore. Elle se contenta de jouer, laissant les vibrations imprégner ses os comme un remède. Cette nuit-là, elle ne rêva pas d'Ethan en pleurs. Elle rêva qu'il l'écoutait. Une semaine passa, puis une autre. Puis, un après-midi, alors qu'elle était assise sur le perron en train d'arroser les plantes qu'elle oubliait habituellement, une lettre apparut dans sa boîte aux lettres. Elle était d'Ethan. Elle n'était pas longue. Juste une page. Mais elle a tout changé. Il disait qu'il avait lu sa lettre 3 fois, qu'il ne savait pas encore quoi ressentir, qu'une partie de lui était encore en colère, confuse, mais qu'une autre partie comprenait. « Tu étais une enfant, toi aussi », écrivait-il. « Et les enfants font des erreurs.
Je pense que j'avais besoin d'entendre ça. Rachel lut la lettre jusqu'à en mémoriser chaque mot. Elle ne promettait rien, mais ce n'était pas un adieu. C'était un nouveau départ. Elle commença à suivre une thérapie, ce qu'elle avait évité pendant des années par peur de ce que cela pourrait faire remonter. Au début, ce fut difficile. Parler d'Ethan, de Jason, de ses parents. Mais chaque séance lui enlevait une couche, non pas pour oublier, mais pour enfin ressentir. Elle a également commencé à tenir un journal, à jouer davantage de guitare, à écrire à nouveau des chansons qui racontaient des histoires de regrets, d'amour, de seconde chance. Certains jours, elle pleurait au milieu d'un couplet. D'autres jours, elle se contentait de fredonner et de se sentir à nouveau humaine. Rachel n'a pas couru après Ethan. Elle lui a laissé de l'espace, lui envoyait de courtes lettres une fois par mois, en prenant soin de ne pas le submerger. Parfois, il répondait, parfois non. Mais chaque échange était un fil, une maille dans quelque chose qui se réparait lentement. Pour la première fois, Rachel n'avait pas l'impression de fuir celle qu'elle avait été. Elle avançait lentement, avec hésitation, vers celle qu'elle pourrait encore devenir. La deuxième lettre qu'Ethan lui envoya était différente. Cette fois, elle était plus longue, 3 pages, mais plus froide. Il parlait de ses parents adoptifs, Mark et Linda Walker, qui l'aimaient profondément et ne lui avaient jamais caché la vérité. Il savait depuis son plus jeune âge qu'il avait été abandonné à l'hôpital, et pendant des années, il avait imaginé qui pouvait être cette femme. Il disait qu'il avait toujours pensé qu'elle était morte jeune, ou malade, ou perdue et incapable de revenir. C'était plus facile à croire que l'abandon. Maintenant, savoir que Rachel était en vie et avait choisi de partir était une blessure qu'il ne savait pas comment refermer. Rachel s'assit sur son lit après avoir lu la lettre, les genoux repliés contre sa poitrine, la lettre tremblant entre ses mains. Elle ne pleura pas cette fois-ci, elle ne paniqua pas, mais la douleur en elle revint avec plus de force. Cela n'allait pas être facile. La fois suivante, Ethan vint accompagné de sa mère adoptive. Linda était gentille mais protectrice, ses yeux scrutant Rachel comme quelqu'un qui tente de résoudre une énigme dont il se méfie. Rachel ne lui en voulait pas. Elle avait manqué 15 ans de sa vie. Linda les avait vécus tous. La conversation était tendue. Ethan parlait peu. Rachel essayait, mais ses mots semblaient répétés, forcés. Linda parlait surtout d'Ethan, de son amour pour la musique, de ses notes, de son envie de s'inscrire au conservatoire. Rachel souriait poliment, le cœur serré. La musique, ce qui l'avait autrefois relié au monde, les reliait désormais en silence. Mais lorsqu'elle suggéra d'assister à l'un de ses concerts, l'expression d'Ethan changea. « Je ne suis pas prêt pour ça », dit-il en baissant les yeux. Rachel acquiesça, ravalant sa douleur. Ce soir-là, elle s'assit à nouveau près de la fenêtre, ses vieilles habitudes revenant comme des fantômes. Le doute s'insinua en elle. Peut-être devrait-elle arrêter. Peut-être que cela ne faisait que rouvrir des blessures, pour eux deux. Mais le lendemain matin, elle fit quelque chose de différent. Elle écrivit une autre lettre, pas à Ethan cette fois, mais à elle-même. Elle parla du pardon, de rester présente, d'être une mère, quelle que soit la manière dont il le lui permettrait. Elle plia la lettre et la glissa dans un bocal à côté de son lit. Un rappel que la guérison n'est pas une ligne droite, mais une ascension chaotique et tortueuse, semée d'embûches et de revers. Au cours des mois qui suivirent, les choses s'améliorèrent, puis empirèrent, puis s'améliorèrent à nouveau. Parfois, Ethan l'appelait. Une fois, ils se sont retrouvés autour d'un café et ont parlé de musique pendant 2 heures. D'autres fois, il disparaissait pendant des semaines. Rachel a appris à ne pas paniquer. Elle l'a laissé mener la danse. Et petit à petit, il l'a laissé entrer dans sa vie. C'était une froide soirée de décembre lorsque Rachel a reçu le message. Un simple SMS d'Ethan. « Il y a un récital d'hiver vendredi prochain. Je joue. Tu peux venir si tu veux. » Elle le lut 3 fois, les mains tremblantes, ne sachant pas si c'était vrai. Son cœur battait à tout rompre, entre peur et espoir. C'était l'invitation qu'elle avait tant attendue, mais qu'elle n'osait pas espérer. Le jour du récital, Rachel arriva tôt et s'assit au dernier rang. La salle était chaude, remplie de murmures et du bruissement des programmes.
Elle n'avait pas vu Ethan depuis des semaines. Ses doigts serraient le programme plié sur ses genoux, ses yeux parcourant la liste jusqu'à ce qu'elle trouve son nom vers le bas, Ethan Walker, Rêverie, Claude Debussy. Quand il monta sur scène, le temps s'arrêta. Il semblait plus grand, plus sûr de lui. Pourtant, Rachel voyait la nervosité dans sa posture, la façon dont il ajusta 3 fois son pupitre avant de commencer. Puis il leva son violon. La première note fut douce, à peine audible, mais elle contenait quelque chose de brut, de cherché. Le morceau se déroula lentement, chaque mesure mêlant élégance et douleur. Alors que les notes flottaient dans la salle, Rachel sentit sa poitrine se serrer. C'était son fils, son enfant. Et il était magnifique. Elle n'a pas pleuré avant la dernière note. Lorsque l'archet s'est levé et que le silence s'est installé, quelque chose en elle s'est brisé. Les larmes ont coulé librement, mais elle ne les a pas essuyées. Elle les a laissées tomber, comme une pluie qui avait attendu trop longtemps. Après le concert, les parents et les élèves se sont mélangés dans le hall. Rachel se tenait près de la sortie, ne sachant pas si elle devait attendre. Elle ne voulait pas lui mettre la pression. Mais alors, elle l'a vu. Il marchait vers elle, seul. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Tu es venu, dit-il. »« Oui. »« Tu as pleuré. »« Oui. » Il y eut un silence. Puis, avec une hésitation discrète, Ethan sortit quelque chose de la poche de son manteau. Une photo, vieille, défraîchie, usée sur les bords. Elle montrait un nouveau-né enveloppé dans une couverture bleue, la première photo d'Ethan prise à l'hôpital. « Je l'ai gardée toute ma vie, dit-il. Je ne sais pas pourquoi. J'avais juste l'impression que c'était important. » Rachel eut la gorge serrée. Elle reconnut la couverture. Elle se souvenait l'avoir pliée avec soin, en murmurant son nom. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je sais, » répondit-il. Il y eut un autre silence, plus long cette fois. Puis Ethan fit quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Il s'avança et la serra dans ses bras. Pas trop fort, pas très longtemps, mais suffisamment. Assez pour dire « Je n'ai pas toutes les réponses, mais je ne vais pas m'enfuir. » Rachel s'accrocha à cet instant, ne sachant pas s'il durerait. Mais pour l'instant, c'était réel, et c'était plus que suffisant. Au cours des semaines qui suivirent, quelque chose de subtil changea. Ethan commença à lui envoyer plus souvent des SMS. Des petites choses, des chansons qu'il apprenait, des citations qu'il aimait, des questions sur sa musique. Rachel répondait, en prenant soin de ne pas aller trop loin, mais toujours ouverte. Il ne faisait pas semblant que le passé n'avait pas existé. Il ne forçait pas le présent à être parfait, mais il laissait de la place à quelque chose de nouveau. Il s'est avéré que la guérison ne s'accompagnait pas toujours de grandes déclarations ou de discours dramatiques. Parfois, elle venait dans des moments calmes, dans une musique jouée avec émotion, dans des photos partagées avec des mains tremblantes, dans une étreinte donnée librement. Rachel a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis des années, la paix, non pas parce que tout était réglé, mais parce que quelque chose grandissait, une connexion, la confiance, peut-être même l'amour. Pour la première fois, elle n'avait pas l'impression de devoir mériter le pardon d'Ethan. Elle devait simplement être présente, encore et être authentique. Et cela, plus que tout, était suffisant. Certaines histoires ne sont pas destinées à se terminer de manière parfaite. Elles ne se terminent pas par la perfection ou l'effacement. Elles se terminent par une croissance lente, inégale, mais réelle. Le parcours de Rachel n'a jamais consisté à effacer le passé. Il s'agissait d'apprendre à vivre avec, à l'affronter et à le laisser la transformer en une personne meilleure. Elle a appris que l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une persévérance silencieuse. C'est être présent même quand on a peur. C'est écouter plus que parler. Et parfois, c'est abandonner son idée de la façon dont les choses devraient être, afin que quelque chose de réel puisse se développer à la place. Rachel a également appris que la rédemption n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on gagne, instant après instant, avec honnêteté, avec patience, avec la volonté d'accepter l'inconfort sans chercher une échappatoire facile.
Mais surtout, elle a découvert que le pardon n'est pas un cadeau que quelqu'un vous fait, c'est un espace dans lequel il vous permet d'entrer. Et quand Ethan lui a ouvert cet espace, Rachel ne s'y est pas précipitée. Elle a avancé lentement, prudemment, sachant que ce qui se construisait entre eux était fragile, mais sacré. Cette histoire nous rappelle que même dans nos plus grandes erreurs, nous ne sommes pas hors de portée de la grâce. Que parfois, la personne la plus difficile à pardonner est nous-mêmes, et que la guérison commence quand nous essayons enfin. Rachel n'est pas devenue célèbre, elle n'a jamais couru après la scène ni les concerts à guichets fermés, mais la musique est revenue dans sa vie comme une amie perdue depuis longtemps. Elle a commencé à donner des cours de guitare au centre communautaire local, principalement à des enfants dont les parents avaient besoin d'un endroit sûr et abordable pour les laisser après l'école. Ce n'était pas glamour, mais c'était significatif. Chaque leçon lui rappelait que même les petits gestes peuvent avoir un grand impact, que partager une partie de soi-même, même discrètement, peut changer la journée de quelqu'un. Elle a également commencé à prendre la parole dans des groupes de soutien, des salles remplies de jeunes femmes qui, comme elle autrefois, se sentaient piégées, effrayées, honteuses. Elle ne leur disait pas quoi faire. Elle leur disait simplement la vérité, que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes et que même après les pires choix, il y a toujours un moyen d'avancer. Quant à Ethan, il a continué à jouer. Il a passé une audition pour un conservatoire et a été accepté. Sa musique, qui était autrefois un bouclier, est devenue un pont vers lui-même, vers les autres et même vers Rachel. Ils ne sont pas devenus le duo mère-fils parfait, mais ils sont devenus quelque chose de réel, d'honnête, de durable. Parfois, il venait dîner. Parfois, il appelait simplement. Et de temps en temps, il apportait son violon et jouait. Et chaque fois, Rachel l'écoutait, reconnaissante, présente, entière. Que feriez-vous si la personne qui vous a abandonné frappait à votre porte? Ou pire encore, si c'était vous qui étiez parti? L'histoire de Rachel et Ethan n'est pas seulement celle d'une mère et de son fils. Elle parle du poids des choix et du courage qu'il faut pour les assumer. Elle montre que la douleur ne disparaît pas, mais qu'elle peut se transformer en compréhension, en lien, peut-être même en amour. Alors maintenant, nous vous posons la question. Avez-vous déjà dû pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé? Ou demander pardon sans être sûr de le mériter? Racontez-nous dans les commentaires. Partagez votre histoire, le moment où vous avez pris conscience, ou le pont que vous avez construit pour renouer avec quelqu'un. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si cette histoire vous a ému, vous a aidé à réfléchir, ou vous a rappelé quelqu'un, envoyez-la lui. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, authentiques, brutes et pleines d'émotions. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela nous aide à toucher davantage de personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Car parfois, la guérison ne commence pas par des réponses, mais par une voix qui dit « Je suis toujours là et je t'écoute ».